Voilà, est-ce que cette décision peut peser sur la paix dans la bande de Gaza comme en Cisjordanie? On en parle avec vous, Pierre Berthelot. Bonjour, bienvenue sur ce plateau, chercheur à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, directeur de la revue Orient Stratégique. Ce chemin vers la paix que tente d'écrire Emmanuel Macron avec des étapes crédibles, dont la demande d'un retour à un cadre démocratique pour l'autorité palestinienne. Est-ce que c'est une tentative crédible donc ou bien un cri dans le vide à ce stade? Tout dépend si c'est un premier pas vers d'autres mesures. On peut le voir plutôt comme un avertissement lancé à Israël avant de franchir une étape supplémentaire qui pourrait être justement la mise en place de sanctions qui là pèseraient réellement sur Israël et peut-être l'amènerait réellement à changer sa position. Il n'en a pas parlé, justement, Il n'en pas a un pas mot n'a parlé. été prononcé par Emmanuel On Macron voit bien en ce sens. qu'il y va crescendo. Donc ça, c'est un premier pas. Je rappelle que la France a quand même reçu plus ou moins a eu des menaces, ou en tout cas des critiques assez virulentes d'Israël, et que on a dit si jamais vous reconnaissez la Palestine, vous allez voir ce que vous allez voir, on va faire des choses en représailles. Donc, et d'ailleurs, il y a une contradiction dans le discours israélien, parce qu'il y en a qui disent ça ne change rien, on s'en fiche complètement, et dans le même temps, on voit qu'ils ont tout fait pour bloquer. Donc, il y a cette contradiction qui existe chez les Israéliens. Donc, Mais comment la comprendre, justement, cette contradiction? Parce qu'en fait, ce que craignent les Israéliens, c'est que d'une part, le soutien officiel et en droit international aux Palestiniens s'élargisse pour aller plus loin, où là, ça poserait réellement problème. Par exemple, on sait que Netanyahou a été inculpé par la Cour pénale internationale, mais c'est sans effet parce que ça supposerait qu'il soit arrêté dans un pays où il se déplace. Donc déjà, il ne va pas aller dans les pays, a priori, qui sont membres de la CPI. Et même quand il y va, il n'est pas arrêté. On pense à la Hongrie. Bon. Par contre, il y a autre chose, c'est la Cour internationale de justice, qui pour le moment n'a pas rendu sa décision sur l'hypothèse d'un génocide à Gaza ou de crimes contre l'humanité. C'est une épée de Damoclès sur la tête d'Israël. Si ça c'est le cas, là il y aura des conséquences juridiques pour Israël, parce qu'il y a de nombreux États qui ne pourront plus faire du commerce avec Israël, du commerce des armes, de ce qu'on appelle des biens à double usage, et dans ce cas-là, ils seraient complices auprès de la justice internationale de crimes contre l'humanité et génocide. Ça, c'est ça la menace qui inquiète Israël. Et donc, là, c'est finalement, ils veulent un peu empêcher cette judiciarisation de la question palestinienne et le fait que Dont la reconnaissance est une première étape. Donc on voit très bien qu'on y va crescendo. Maintenant, ce qui compte, c'est la deuxième étape. Est-ce qu'on va aller plus loin qu'une simple reconnaissance qui ne change pas grand-chose sur le terrain pour les Palestiniens? Mais quelle est-elle, cette deuxième étape, et à quelle échéance, quand on voit que l'offensive d'ampleur sur Gaza la deuxième étape, c'est ce qui a été déjà avancé par l'Union européenne ou certains de ses membres, c'est-à-dire des sanctions économiques. Et là, ça peut peser sur Israël. Donc, on va voir, même si on sait que tous les pays de l'UE vont pas le respecter, mais quand même, ça peut peser. Et d'ailleurs, on voit que Netanyahou a anticipé la possibilité d'un affaiblissement économique parce qu'il dit qu'il faut qu'on devienne une nation autarcique et un peu sur le modèle de Sparte. Donc, une nation guerrière qui est capable de vivre en autarcie en limitant l'intérêt des échanges internationaux avec d'autres pays. Bon, on sait qu'il y aura toujours les États-Unis, mais... Israël et les États-Unis, justement, voient dans cette reconnaissance par la France, je cite, une récompense pour le Hamas et pour le terrorisme. Comment la France peut-elle répondre à ce type d'argument? Elle a très bien répondu par Emmanuel Macron, Jean-Noël Barrot. Elle a très bien répondu parce qu'au contraire, ce n'est pas une récompense au Hamas, c'est clairement, au contraire, un moyen de contrer le Hamas. Parce que la logique du Hamas, c'est quoi? C'est la victimisation. C'est dire, regardez, les Occidentaux ne nous aiment pas, ils soutiennent Israël. Donc là, au contraire, on voit très bien qu'en plus, on a annoncé qu'il ne s'agira pas d'une reconnaissance pour un État palestinien dirigé par le Hamas, mais par une autre autorité. Donc d'emblée, au contraire, on vient essayer de couper l'herbe sous le pied du Hamas, qui joue de cette victimisation. Je rappelle que le Hamas s'est nourri, sa puissance politique, militaire, est venue du fait que Netanyahou lui-même a dit « je veux un Hamas fort » pour empêcher la création d'un État palestinien. Si Netanyahou et les autres, depuis 30 ans, avaient donné une vraie légitimité, de vrais pouvoirs à l'autorité palestinienne, qui a renoncé à la violence depuis Yasser Arafat, mais qu'est-ce qui serait passé? L'autorité palestinienne aurait été
plus crédible, au-delà de ses propres affaires internes de corruption, mais elle aurait eu une légitimité beaucoup plus forte, et le Hamas aurait été considérablement affaibli. On voit que la stratégie depuis 30 ans, en continuant la colonisation, en donnant aucune crédibilité et légitimité à l'autorité palestinienne, c'est au contraire cette victimisation qui a permis l'émergence d'un Hamas fort. Et selon Netanyahou et ses amis, c'est la stratégie voulue depuis le départ. C'est avoir un Hamas fort et ne pas avoir une autorité palestinienne crédible. Alors le président palestinien Mahmoud Abbas promet lui donc que le Hamas n'aura aucun rôle dans un futur gouvernement palestinien. Il a dû s'exprimer par visioconférence hier à l'Assemblée générale des Nations Unies puisqu'il a été privé de visa par les États-Unis. Mahmoud Abbas qui a presque 90 ans, qui est extrêmement contesté, quel rôle peut-il avoir sur ce dossier et comment justement faire un État sans à ce stade de véritable incarnation pour le diriger? Alors si cet État veut voir le jour à être crédible, c'est pas avec lui que ça va se faire. Comme vous l'avez rappelé, son avenir, et on pourrait dire qu'il est derrière lui, et il a perdu sa légitimité parce que Israël l'a voulu, mais aussi parce qu'en interne, il a joué un jeu très politique en promouvant ses amis au-delà parfois des compétences réelles. Donc il est un peu responsable de cette situation, pas totalement, certes. Israël aussi l'est, mais quoi qu'il en soit, c'est pas lui qui va l'incarner. Alors maintenant, comment ça pourrait se faire à l'avenir? Comme je le dis souvent, il y a une carte maîtresse, c'est Marwan Barghouti. Donc Barghouti, c'est la clé qui est de toujours voûte. en prison. Tout à fait. Il est le seul aujourd'hui capable de réconcilier les deux camps, parce qu'on sait qu'il est issu du Fatah et donc de l'OLP. Donc au départ, c'est quand même un laïc. Et de l'autre, il a auprès du Hamas une certaine légitimité parce qu'il est en prison depuis 20 ans et qu'il avait été un des leaders de la deuxième intifada, même si maintenant il dit avoir renoncé à la violence. Donc c'est la synthèse parfaite. Oui, mais la question de sa libération n'est absolument pas Israël sur la garde sous le coude. Mais si demain il y avait réellement des pressions sur Israël qui l'amènent à changer de position, à revenir 30 ans en arrière et à accepter un début d'État palestinien comme Rabin, ils vont la sortir, la carte. En tout cas, avec en Israël quelqu'un comme Itamar Ben-Gvir au gouvernement, c'est impossible. On se souvient des images de la visite qui avait été dénoncée comme une provocation lorsqu'il avait rendu Pour le moment, mais ça peut changer. Vous pensez que ça peut changer? Netanyahou est certes très fort, mais il n'est pas invincible. Il y a une coalition réunissant tous les partis politiques, ou presque, d'Israël qui allait de la droite ultra à l'extrême gauche, en passant même par les islamistes arabes israéliens, qui s'étaient coalisés pour faire chuter Netanyahou. Il y avait Naftali Bennett et il y avait Lapid. Voilà. Donc il y a une chute de Benjamin Netanyahou. Quoi qu'il arrive, ce gouvernement-là fera obstacle à la reconnaissance. Oui, ce qui va jouer, c'est les milieux d'affaires aussi, parce que Bennett en est proche, il est issu lui-même de la high-tech, et il commence à s'inquiéter de cette volonté d'isolationnisme qu'a annoncé Netanyahou il y a 2-3 jours. Ça, pour le business, c'est pas bon. Donc on peut pas exclure que ces gens-là, qui sont aussi des donateurs pour les différents partis, puissent faire basculer effectivement la situation et empêcher Netanyahou de rester au pouvoir. C'est surtout entre les mains des États-Unis aujourd'hui. C'est entre les mains des États-Unis, c'est clair. Bon, de toute façon, ce dossier, depuis le départ, est lié aux États-Unis. Ça, on sait que c'est un enjeu de politique interne d'abord. Au-delà de ce que pense Trump, c'est pas la question. Ses affinités personnelles ou pas, c'est qu'il a autour de lui un courant évangéliste qu'on appelle les chrétiens sionistes, qui représente 30 millions de personnes aux États-Unis, qui votent à chaque élection et qui, pour eux, il ne faut pas lâcher 1 centimètre de la terre d'Israël aux Palestiniens pour hâter le retour du Christ, même si ça doit passer par l'élimination de nombreuses personnes innocentes, civiles, etc. Donc ces gens-là, ils votent essentiellement républicains. Donc c'est un socle loyal, fidèle, discipliné, mobilisé. Et pour l'instant, effectivement, Trump, il est un peu derrière eux. Les États-Unis qui ont fustigé la reconnaissance donc, de l'État de Palestine par la France. À l'inverse, d'autres pays l'ont salué, comme l'Indonésie ou l'Arabie Saoudite. On reviendra sur l'avenir des accords d'Abraham, justement, dans un instant. Mais d'abord, je vous propose un tour d'horizon en images des réactions internationales avec Léo Péchard. Le discours d'Emmanuel Macron, boycotté par la délégation israélienne.
Cette reconnaissance de l'État de Palestine ne change rien pour l'État hébreu qui se dit déterminé à poursuivre la guerre à Gaza. Pour l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, la décision de la France compromet une éventuelle issue pacifique au conflit. Avec tout le respect que je dois au président Macron, l'Élysée ne peut pas donner d'instructions au Hamas. Il est donc plus facile de venir ici faire des déclarations, prendre des photos. Ils ont le sentiment de faire quelque chose. Mais ils ne promeuvent pas la paix, au contraire, ils soutiennent le terrorisme. Israël dit réfléchir à des mesures de rétorsion. Même son de cloche aux États-Unis, où Donald Trump dit désapprouver la décision française. Il estime que cela ne fait rien pour libérer les otages, ce qui est l'objectif principal à Gaza. Cela ne fait rien pour mettre fin à ce conflit, à cette guerre, et il pense franchement que c'est une récompense pour le Hamas. Pour lui, ce sont des paroles en l'air et pas assez d'actions de la part de nos amis et alliés. Mais à l'inverse, d'autres États applaudissent la France. Parmi eux, l'Indonésie ou encore l'Arabie saoudite, avec qui Paris organisait ce lundi un sommet sur l'avenir de la solution à deux États. Nous remercions Emmanuel Macron d'avoir reconnu l'État de Palestine. La France et tous les pays appelant à la paix doivent donner suite à la mise en œuvre des conclusions de cette conférence, mettre fin à la guerre à Gaza et à toutes les mesures unilatérales menaçant la souveraineté palestinienne. D'autres pays ont également franchi le pas de la reconnaissance ce lundi depuis la tribune de l'ONU, la Belgique, le Luxembourg ou encore l'île de Malte. Voilà, et en représailles à cette reconnaissance, Israël brandit désormais la menace d'une annexion partielle au total de la Cisjordanie occupée, ce qui mettrait en péril les accords d'Abraham, puisqu'on le sait, une annexion de la Cisjordanie serait une ligne rouge pour les chancelleries arabes. Or, ces accords d'Abraham, ils sont l'un des grands succès du premier mandat de Donald Trump. Est-ce que, justement, proposer cette annexion, ce serait un affront à Donald Trump? Oui, c'est clair, parce que effectivement, c'est la ligne rouge, comme vous l'avez souligné. Donc, si ces pays se retirent des accords d'Abraham, enfin, l'Arabie Saoudite n'est pas concernée, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'apprêtait à rejoindre les accords d'Abraham, et c'est l'attaque du Hamas qui l'a empêché. Donc, d'où la thèse que ce serait un peu téléguidé par Téhéran. Mais au-delà de ça, il y a d'autres pays qui ont annoncé la couleur, les Émirats arabes unis, l'Égypte. C'est quand même des pays très importants pour Israël. Et donc, effectivement, ils peuvent se retirer ou geler leur participation à ces accords, la politique de la chaise vide, ce que vous voulez. Et ça pose un problème, parce que, comme vous l'avez rappelé, effectivement, très justement, ça mettrait en péril une des principales réalisations de Trump, qui non seulement veut conserver les accords d'Abraham, mais veut les étendre. Et donc là, et c'est là que certains aux États-Unis, certains experts, on voit qu'il y a des dissonances dans les élites américaines, entre certains qui se disent qu'Israël est en train de poser un problème stratégique aux États-Unis. Il fixe l'attention américaine au Proche-Orient, alors que ce qui compte, c'est faire le pivot, c'est-à-dire concentrer ses efforts vers la zone Asie-Pacifique, où là, il y a la vraie menace, la Chine. D'où aussi la volonté de se retirer d'Ukraine. Donc ça pose un problème stratégique. Pour quel bénéfice, d'une certaine manière? Et puis, la cause palestinienne, vous l'avez rappelé, l'Indonésie, premier pays musulman du monde, est très populaire dans les pays du Sud, au-delà des pays musulmans, même dans des pays de culture chrétienne. Donc là, bien sûr, ça empêche, ça favorise la Chine, ça favorise la Russie, etc. Donc, d'une certaine manière, ils ne sont pas mécontents, ces deux pays, du soutien inconditionnel des États-Unis, parce qu'ils savent que stratégiquement, c'est un problème pour les États-Unis. Donc, dans quelle mesure Benyamin Netanyahou a-t-il les mains libres pour faire ce qu'il veut en Cisjordanie? Pour l'instant, peut-il aller? Oui, pour l'instant, il semble effectivement avoir les mains libres. On va le voir si justement il franchit ce pas. Mais c'est clair qu'à ce moment-là, il y aura peut-être une réaction de la part des États-Unis qui vont dire stop. Parce que entre effectivement notre soutien à Israël d'un côté et puis de l'autre, cette stratégie, qui nous empêche de nouer ou de renforcer nos alliances, qu'est-ce qui est le plus important pour les États-Unis? Il y a peut-être à un moment donné, la question va se poser. Alors, on avait eu l'impression qu'au départ, Trump avait un peu forcé la main de Netanyahou avec l'accord de cessez-le-feu.
qui avait tenu un certain temps. Et on sait que par la suite, il a été plus ou moins rompu par Israël. D'ailleurs, Netanyahou a rompu avec une doctrine fondamentale de la vie politique israélienne, c'est que à tout prix, il faut récupérer les otages. On voit très bien que Netanyahou, c'est pas sa priorité. Il a rompu avec cette doctrine qui a pu se révéler coûteuse dans le passé, parce que parfois on avait échangé Gilad Shalit, soldat franco-israélien, contre 1000 prisonniers. Voilà. Mais au-delà de ça, il a rompu avec cette doctrine. Et d'ailleurs, ceux qui ont été blessés ou éliminés au Qatar, c'était quand même des négociateurs du Hamas. Ils étaient certes du Hamas, mais ce n'étaient pas des forces combattantes. C'était des gens qui étaient là pour négocier. Donc on voit très bien que il semble que les otages ne soient pas sa priorité. Justement, quel impact peut avoir cette reconnaissance par la France, comme par plusieurs autres États, sur les futures négociations, sur un éventuel nouveau cessez-le-feu à Gaza ? Je ne pense pas que ça ait vraiment d'effet. Non, c'est pas ça. Non, je maintiens que la reconnaissance, c'est d'une part une première étape, un avertissement pour aller plus loin. Alors, est-ce que ce sera suivi d'effet ou pas, j'en sais rien. Et deuxièmement, c'est aussi une manière pour les Occidentaux, la France, de mettre fin à cette politique de deux poids, deux mesures. C'est-à-dire d'un côté, on condamne la Russie par rapport à l'Ukraine, et puis de l'autre, par rapport à ce qui se passe, les situations sont différentes, je le reconnais, mais par rapport à ce qui se passe à Gaza, on est silencieux. Donc la voix de la France et de l'Occident est décrédibilisée face à ce qui est perçu dans le Sud global comme un deux poids, deux mesures. Donc il fallait à un moment marquer le coup. Et au-delà des considérations internes à la vie politique française qui permettent à Emmanuel Macron de se replacer au centre du jeu. Mais justement, sans la mise en place de sanctions, beaucoup d'experts parlent d'un acte purement symbolique qui n'a aucun effet sur le terrain et l'offensive à Gaza qui se poursuit. Non, c'est clair, mais encore une fois, je dis que c'est une première étape. C'est pas une fin en soi, c'est une première étape soit vers quelque chose qui irait plus loin, à savoir des sanctions, qui seraient peut-être dans un premier temps ciblées sur Israël, pas généralisées, et aussi c'est un message qui est envoyé à la Cour internationale de justice, qui actuellement a du mal à trancher, parce qu'une des juges a affirmé clairement qu'elle est pro-israélienne. Bon, elle ne s'en cache pas. En principe, il y a un devoir de neutralité, donc c'est une juge ougandaise, et qui a dit clairement qu'elle est là pour défendre l'avenir d'Israël. Bon, c'est son propos. Mais donc, ça, par contre, encore une fois, je répète que c'est une vraie menace pour Israël, parce que ça obligerait des États à limiter leurs échanges par crainte de ne pas être accusé de complicité, de crimes contre l'humanité ou de génocide. Oui, il y a la question sur le plan des sanctions, en tout cas au niveau européen, de suspendre notamment le volet économique de l'accord d'association entre l'Union européenne et l'État hébreu. Ça, à quel point ça pèserait économiquement sur Israël ? Ça peut peser si les États-Unis eux-mêmes limitent leur aide économique. On sait qu'aujourd'hui, si Israël tient depuis 2 ans et qu'ils ont pu aussi mener l'attaque contre l'Iran, c'est clairement qu'il y a un soutien économique et militaire. Sinon, ça aurait été quand même beaucoup difficile. Et je parle aussi l'axe de la résistance affaibli avec pro-iranien au Liban, en Syrie, etc. Donc, jusqu'à quel point les États-Unis sont prêts à s'engager? Parce que là aussi, il y a un débat interne aux États-Unis. On voit que dans la base MAGA, il y a des gens qui commencent à se poser des questions, à se dire, est-ce que c'est notre intérêt, ce soutien inconditionnel à Israël? Parce que ça nous affaiblit, parce qu'on a d'autres priorités. Et Trump a été élu pour mettre fin au conflit et pour se repositionner sur les problématiques intérieures. Donc on voit des gens influents comme Tucker Carlson, par exemple, ou certains élus de poids aux États-Unis qui disent clairement, c'est pas qu'on est contre Israël, c'est pas ça le problème, c'est que on considère que c'est pas forcément la priorité numéro 1 avant toute autre considération, la Russie, la Chine, ça, on le sait, c'est pas le déclin économique. La préoccupation principale des Américains. Mais oui, mais le problème des élites au pouvoir aux États-Unis sont en majorité pour ce soutien inconditionnel. En tout cas, pour revenir à ce qu'on disait au début, ce que vous disiez, si je vous comprends bien, c'est que des sanctions uniquement européennes n'auraient aucun effet sur Israël. Elles auraient un effet, mais pas suffisant. Elles n'empêcheraient pas l'arrêt, en tout cas la poursuite de la guerre. Elles amèneraient quand même Netanyahou à réfléchir, surtout par rapport, encore une fois, à cet autre enjeu à côté du conflit à Gaza, qui serait la potentielle annexion de la Cisjordanie.
Après Donald Trump, donc aujourd'hui, vous l'entendrez cet après-midi sur notre antenne, il doit s'exprimer pour la première fois d'ailleurs devant l'Assemblée générale de l'ONU, première fois depuis son retour au pouvoir. On sait qu'il va critiquer l'approche française. Après lui, il y aura le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui lui doit s'exprimer vendredi à la tribune. Est-ce qu'il faut s'attendre à une nouvelle offensive verbale d'ampleur? On se souvient de ses dernières déclarations à l'ONU. Oui, c'est tout à fait probable, effectivement, que lui aussi doit se justifier par rapport, d'une part, à ses soutiens aux États-Unis. Il va expliquer au grand public pourquoi il continue cette guerre à Gaza, etc. Et puis, il doit aussi s'expliquer par rapport à son propre public interne en Israël. Donc oui, il faut s'attendre, effectivement, probablement à des déclarations spectaculaires. Peut-être qu'il va nous sortir, je ne sais pas, des documents comme il a l'habitude de le faire. Mais ça ne changera pas fondamentalement les choses. Mais c'est un Benjamin Netanyahou de plus en plus isolé qui va s'exprimer à la tribune quand on sait que plus de 80% des pays des Nations Unies reconnaissent maintenant l'État de Palestine. Le seul soutien qui compte, c'est les États-Unis. Voilà. S'il y a 193 États, je crois, à l'ONU, s'il y en a 191... Là, on est avec les 10 nouveaux États, j'avais calculé, on était, je crois, à 158. Donc, il en manque une trentaine. Donc, même si... On est à 151 selon le 151, bon, un peu plus de 150. Il en manque, allez, 30, quarantaine au maximum. Si même tous, sauf Israël et les États-Unis, reconnaissent la Palestine, ça ne changera rien, d'une certaine manière. Parce que seul compte, encore une fois, soit des sanctions, pour faire bouger les choses, soit le soutien inconditionnel des États-Unis. Donc, ils ont bien compris qu'il y a un seul acteur qui compte pour eux. Aujourd'hui, c'est les États-Unis. Et tant qu'ils ont ce soutien-là, ils s'en fichent d'une certaine manière. Donc, il va arriver avec une stratégie qui restera inchangée. Il aura peur. En fait, il a peur de. Il n'y a pas de corde sensible à ce stade sur laquelle les États pourraient jouer sur Netanyahou. La corde sensible, ça pourrait être que l'opinion américaine commence à se retourner. Pour l'instant, on en est loin. Mais le jour où vous aurez des élus qui vont commencer à être sanctionnés dans les urnes parce qu'ils disent que leur priorité, c'est le soutien inconditionnel à Israël, à ce moment-là, ça va faire changer les choses. Mais pour l'instant, on en est encore très loin. Donc, effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de menace. Après, il y a quand même les affaires judiciaires. Mais on a vu que Netanyahou, il est suffisamment malin et habile pour, à chaque fois que se rapproche l'échéance judiciaire, pour lancer une nouvelle opération. Donc, soit sur Gaza, soit contre l'Iran. Donc ça, il est assez fort pour faire diversion. Et à ce moment-là, il recrée un sentiment un peu d'union sacrée, même si c'est temporaire, pour justement ne pas s'intéresser à sa situation personnelle. Voilà, Benjamin Netanyahou qui doit s'exprimer donc vendredi prochain à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. Merci pour votre décryptage, Pierre Berthelot, Paris Direct